Dans les années 1980, le docteur Philip Tetlock a mené une étude monumentale dans laquelle il a recueilli plus de 82 000 prévisions économiques et politiques faites par des experts sur une période de 20 ans. Le résultat, les esprits les plus brillants de leur époque n'ont pas été plus réussis dans l'investissement que la simple chance des novices. Les prédictions de ces experts n'étaient pas très différentes de lancer une pièce en l'air et espérer qu'elle tombe sur pile. Le plus surprenant était que plus les analystes financiers étaient spécialisés, plus leurs résultats étaient mauvais. La raison, son excès de confiance et sa tendance à ajuster la réalité à ses modèles théoriques au lieu d'accepter l'incertitude du marché. Et toi, tu crois encore qu'avec le cours du gourou qui te coûte 1000 $, tu vas gagner quelque chose? Fais plutôt ce que je t'apprends à faire durant cette vidéo et apprends des erreurs des supposés grands génies de l'investissement financier dans l'histoire. Si on vous disait qu'un fonds d'investissement avait été créé par certains des mathématiciens et économistes les plus brillants du monde, y compris des lauréats du prix Nobel, et que sa stratégie était soutenue par des modèles mathématiques pratiquement infaillibles, parieriez-vous sur lui? Dans les années 1990, beaucoup l'ont fait et ont tout perdu. Long Term Capital Management, LTCM, n'était pas un fonds commun de placement ordinaire. C'était la promesse d'une révolution financière, une machine à faire de l'argent conçue avec la précision d'une montre suisse. Fondé en 1994 par John Meriwether, un ancien trader vedette de Salomon Brothers, LTCM a réuni une équipe d'élite qui comprenait Myron Scholes et Robert Merton, deux économistes qui recevraient le prix Nobel pour leur contribution à la théorie de l'évaluation des options. La stratégie de LTCM reposait sur l'arbitrage des obligations. En termes simples, ils identifiaient des inefficacités sur les marchés obligataires et faisaient des paris à faible risque en étant sûrs qu'avec le temps, les prix convergeraient vers leur valeur réelle. Les modèles mathématiques garantissaient que les risques soient minimes. Qu'est-ce qui pouvait mal tourner? Au début, LTCM était un chef-d'œuvre de l'ingénierie financière. Entre 1994 et 1997, elle a généré des rendements annuels de plus de 40%, surpassant de loin la majorité des fonds d'investissement. Les plus grandes banques du monde ont fait la queue pour leur prêter de l'argent, faisant confiance à leur modèle. Ils ont géré plus de 120 milliards de dollars avec seulement 5 milliards de capitaux propres, un niveau d'endettement qui, rétrospectivement, était une bombe à retardement. Le problème, c'est que la confiance en leur modèle s'est transformée en arrogance. Ils croyaient avoir maîtrisé l'incertitude du marché, que leur sophistication les rendait immunisés contre le risque. À la mi-1998, LTCM était fortement endetté et détenait d'énormes positions dans des produits dérivés financiers. Leur modèle leur assurait que certains événements avaient une probabilité extrêmement faible de se produire, un peu comme une tempête parfaite financière. Et puis c'est arrivé. En août 1998, la Russie a connu une crise économique et a déclaré un moratoire sur sa dette. Cela a provoqué une panique financière mondiale et un effet domino sur les marchés obligataires. Ce que les modèles de LTCM considéraient comme improbable s'est produit. Les obligations qui auraient dû converger en prix ont commencé à diverger davantage. Au lieu de se corriger, les prix s'éloignaient de plus en plus, générant des pertes gigantesques dans les positions du fonds. Le problème n'était pas seulement LTCM, mais aussi l'effet domino qu'ils créaient. Comme ils avaient emprunté de pratiquement toutes les grandes banques de Wall Street, leur effondrement menaçait de déclencher une crise financière mondiale. En septembre 1998, LTCM était au bord de la faillite. Ses pertes dépassaient 4,6 milliards de dollars. Et chaque jour qui passait, la crise s'aggravait. Si LTCM s'effondrait, il entraînerait avec lui plusieurs des plus grandes banques du monde. Face à cette situation, la Réserve fédérale de New York a organisé un sauvetage sans précédent. Un consortium de 14 banques, dont Goldman Sachs, Merrill Lynch et JP Morgan, a injecté 3,6 milliards de dollars dans LTCM pour éviter son effondrement total. En échange, ils ont pris le contrôle du fonds et ont liquidé ses positions de manière ordonnée. Pour beaucoup, cet événement a été un avertissement précoce. Ce qui se passerait pendant la crise financière de 2008. La combinaison d'un effet de levier excessif, d'une confiance aveugle dans les modèles mathématiques et d'une foi irrationnelle que le marché se comportera toujours comme nous l'espérons. Comme l'a dit Warren Buffett, il n'est pas nécessaire d'être un génie pour bien investir, mais il est nécessaire d'avoir un contrôle émotionnel et du bon sens. Alors, si l'économie est une science et que les marchés financiers sont soutenus par des données, des modèles mathématiques et des analyses rationnelles,
Pourquoi donc tant de décisions d'investissement finissent-elles en désastre? Pour comprendre pourquoi, analysons certains des moments les plus absurdes de l'histoire financière. Sur tuvidigital.com, tu peux apprendre comment je fais des vidéos comme celle-ci et ainsi vivre de YouTube. S'il y a un phénomène qui montre comment la logique entre en collision avec la réalité, ce sont les bulles spéculatives. Une bulle se produit lorsque les prix d'un actif s'envolent sans raison logique, poussés uniquement par la croyance qu'ils continueront à monter. Prenons l'exemple le plus ridicule de l'histoire, la bulle des tulipes au XVIIe siècle. Aux Pays-Bas en 1637, les tulipes étaient un symbole de statut social. Plus la couleur et la forme étaient exotiques, plus elles valaient. Tout a commencé avec des marchands riches payant des sommes élevées pour ces bulbes. Mais bientôt, la folie s'est emparée du marché. Des personnes de toutes les classes sociales ont commencé à acheter des tulipes, convaincus que leur prix ne ferait qu'augmenter. Il y a eu des cas de paysans vendant leurs terres et d'artisans quittant leur travail simplement pour spéculer sur les tulipes. Quel a été le résultat? Le prix d'un seul bulbe est arrivé à coûter l'équivalent d'une maison de luxe. Mais lorsque les gens ont réalisé qu'ils payaient des prix absurdes pour une simple fleur, la bulle a éclaté du jour au lendemain. Des milliers de personnes ont fait faillite. Ce schéma s'est répété d'innombrables fois dans l'histoire. La bulle Internet des années 1990. Des entreprises technologiques sans revenus ni véritable modèle d'affaires valaient des milliards simplement parce qu'elles étaient sur Internet. Quand la bulle a éclaté en l'an 2000, plus de 5 000 milliards de dollars ont été perdus sur le marché boursier. La bulle des NFT en 2022 et des meme-coins en 2024. Des millions d'investisseurs ont parié que le prix de ces mêmes coins et NFT augmenterait indéfiniment. Lorsque l'euphorie s'est estompée, de nombreuses crypto-monnaies ont perdu jusqu'à 99% de leur valeur. Dans toutes ces bulles, le problème n'était pas le manque d'informations, mais le comportement irrationnel des gens. L'une des plus grandes erreurs que font les investisseurs est de supposer que le marché fonctionne selon une logique pure. La réalité est que le marché est motivé par des émotions, peur, avidité, panique. Warren Buffett l'a parfaitement résumé. Le marché est un pendule qui oscille entre la cupidité et la peur. Quand les gens sont avides, il faut avoir peur. Quand les gens ont peur, c'est le moment d'être avide. Les grands investisseurs ne se contentent pas d'analyser les données, ils comprennent aussi la psychologie humaine. Ils savent que lorsque le marché est euphorique, il est probablement surévalué et que lorsque la panique s'installe, c'est le moment de chercher des opportunités. Alors, comment un investisseur peut-il éviter de tomber dans les pièges de l'irrationalité? Dans le prochain chapitre, nous expliquerons les stratégies que nous pouvons utiliser pour ne pas tomber dans le piège de la peur et de la cupidité. Imagine qu'il y a deux types d'investisseurs. Le premier est obsédé par la prédiction du marché, achète et vend constamment, essaie de deviner quand le marché boursier va baisser ou monter. Le second achète simplement des actions de manière régulière, peu importe si le marché est haut ou bas, et ne vend jamais. Qui pensez-vous aura plus d'argent dans 30 ans? Si vous avez pensé au premier, il est temps de reconsidérer tout ce que vous croyez savoir sur les investissements. La réalité est que tenter de battre le marché est un jeu dans lequel 90% des gens perdent. En revanche, la méthode la plus simple et efficace pour construire la richesse est d'acheter des actifs solides. Ne jamais vendre et appliquer une stratégie d'investissement connue sous le nom de moyenne d'achat périodique. Cette méthode a fait de centaines de personnes des millionnaires sans qu'elles aient besoin d'être expertes en finance. Voyons pourquoi cela fonctionne et comment vous pouvez en profiter. La clé de cette stratégie est l'intérêt composé. Albert Einstein l'a appelé la 8e merveille du monde. Et ce n'est pas pour rien. Les intérêts composés sont lorsque vos investissements génèrent des gains. Et au lieu de retirer ces gains, vous les réinvestissez. Avec le temps, cela crée un effet boule de neige où vos rendements génèrent plus de rendement. Prenons un exemple. Vous investissez 500 $ par mois dans le marché boursier avec un rendement moyen de 10% annuel. Historiquement, le rendement du S&P 500 au cours des 100 dernières années. Après 30 ans, vous aurez investi un total de 180 000 $. Combien penses-tu avoir? Plus d'1 113 000 $? Maintenant, imagine que tu investis 1 000 $ au lieu de 500 $. En 30 ans, tu auras plus de 2,26 millions de dollars. La magie des intérêts composés ne fonctionne qu'avec une condition clé, le temps. Plus tu gardes ton investissement longtemps, plus l'effet sera grand. Un autre pilier de cette stratégie est de diversifier ses investissements. Il ne s'agit pas seulement d'acheter et de ne jamais vendre, mais d'acheter de manière intelligente. Au lieu de miser tout votre argent sur une seule entreprise,
La meilleure stratégie est d'investir dans des actifs bien diversifiés, tels que les fonds indiciels ou les ETF, comme le S&P 500. Ils vous donnent une exposition aux 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Actions de qualité. Entreprises avec des avantages concurrentiels clairs, comme Apple, Microsoft ou Google. Immobilier, pour générer des revenus passifs. Crypto-monnaies solides comme le Bitcoin dans une proportion contrôlée de votre portefeuille, sans exagération. La diversification vous protège des crises spécifiques à certains secteurs et fait croître votre argent de manière plus stable. Passons à un cas réel. Un homme nommé Ronald Read travaillait comme concierge et mécanicien de station-service au Vermont, États-Unis. Au cours de sa vie, il n'a jamais gagné plus de 12 000 $ par an. Cependant, il a investi constamment dans des actions solides et n'a jamais vendu. Lorsqu'il est décédé en 2014, sa fortune était de 8 millions de dollars. Ronald Read n'avait pas de doctorat en finance ni accès à des informations privilégiées. Il a simplement suivi 3 principes. Investir constamment, ne jamais vendre. Réinvestir ses dividendes. Toute personne avec de la discipline et de la patience peut reproduire ce qu'il a fait. La seule raison pour laquelle la plupart des gens ne deviennent pas millionnaires en investissant était qu'ils n'ont pas de patience. Ils veulent des résultats rapides et se laissent emporter par la peur et l'euphorie du marché. Les plus grandes erreurs que commettent les investisseurs sont vendre dans la panique lorsque le marché baisse, essayer de prédire les mouvements du marché, ne pas investir car c'est cher et attendre le moment parfait. Si vous achetez simplement des actifs solides, appliquez la méthode DCA et ne vendez jamais, le temps fera le travail pour vous. Si tu veux construire une véritable richesse et t'assurer un avenir financier solide, suis ces étapes. Automatise ton investissement. Configure des virements automatiques vers un fonds indiciel chaque mois. Ne tente pas de battre le marché. Garde la discipline et ne laisse pas les nouvelles ou la panique te pousser à vendre. Réinvestis les dividendes. Laisse l'intérêt composé faire sa magie. Pense en décennies, pas en années. Il ne s'agit pas de devenir riche rapidement, mais de devenir riche sûrement. La question n'est pas de savoir si cette méthode te rendra millionnaire. La question est quand. Je veux te raconter comment, personnellement, je suis devenu millionnaire en créant des chaînes YouTube comme celle-ci. Ma chaîne YouTube principale, sans visage, s'appelle Tuvisalud. J'ai des millions de vues par mois et je génère jusqu'à 8 000 $ chaque mois seulement avec cette chaîne. La chaîne que vous regardez est le plus récent ajout à ma liste de chaînes. Si tu veux apprendre comment faire de YouTube une entreprise rentable, sans tomber dans les pièges des charlatans qui promettent une automatisation sans effort, consultez le premier lien dans la section des commentaires. J'ai un cadeau pour mes abonnés YouTube.